Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque vendredi ici même à 23h précise, pétante. Merci de votre fidélité, merci à vous tous pour commenter et réagir. Vous le savez, la page Facebook ça fait débat et puis sur Twitter c'est F débat. L'actualité qui reste toujours dense, qui reste toujours riche et c'est ici que ça se passe même sur Télésud en partenariat avec le quotidien en ligne Afrique.com. Allez au sommaire de cette émission, l'actu qui a secoué la semaine, la Libye. À quoi rime ce bras de fer entre la Libye et la CPI? On en parle ici même. Saif al-Islam, une arrestation à problème. Qui a la légitimité de juger Saif al-Islam? On en parlera ici. Allons-nous peut-être certainement polémiquer? La Centrafrique, est-ce que cette promesse de remaniement signifie que cette société a eu gain de cause? La Centrafrique sortira-t-elle du chaos? Et enfin, le remaniement contribuera-t-il à rétablir la sécurité dans ce pays? Madagascar, comment éviter un report de l'élection présidentielle tout en s'assurant du soutien de la communauté internationale dans le processus électoral? On en parle ici même dans Ça fait débat. Et puis, est-ce que le Madagascar s'oriente-t-il vers une crise politique? Et enfin, on finira avec ce sujet, c'était la semaine dernière, le week-end dernier précisément, Nollywood. Quelle est la recette de ce succès? On ne les arrête plus, les dirigeants de Nollywood. Et puis Nollywood va-t-elle connaître bientôt, et puis surtout va-t-elle concurrencer les grandes productions internationales? Et en deuxième partie de cette émission, vous savez, on va parler du New York Forum Africa. Ça se passe à Libreville cette année, c'est au Gabon. Il s'agira de recevoir ici même notre invité Richard Attiès, qui est un homme d'affaires et le fondateur du New York Forum tout court. C'est ici même dans Ça fait débat. Je vous souhaite la bienvenue et vous le savez, la devise n'a pas changé. Ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Et pour commenter, réagir, polémiquer, analyser, décrypter, je peux continuer comme ça longtemps, messieurs. Eh bien, pour tout cela, dans cette émission Ça fait débat, nous recevons Gabriel qui a réussi avec succès son entrée la semaine dernière. On le retrouve ici, ça y est, il a reçu son ticket pour une bonne partie de la saison, là, c'est ça Oh, j'en sais rien, de toute façon. L'émission, elle est belle, elle donne envie. Bon, écoutez, tant mieux en tout cas. Gabriel Mbarka, producteur et journaliste. Exactement. Mbarga. Oui, sur Télésud. On fait de l'histoire et puis on a fait de la politique. Ça peut servir ici à nous compléter. Exactement. Face à lui, un duel qui risque peut-être de faire parler de lui sur la sphère audiovisuelle. Farid Temsamani, il est consultant et spécialiste de la question africaine. Consultant en intelligence économique. Exactement. Mais ça veut dire quoi au juste? Consultant en intelligence économique. Alors moi je sais ce que c'est, mais honnêtement, c'est un mot à la mode en ce moment. Alors c'est un mot qui revient régulièrement parce que aujourd'hui on s'aperçoit qu'on en a véritablement besoin. Essentiellement les acteurs économiques, lorsqu'elles veulent pénétrer des marchés, notamment en ce qui me concerne des marchés africains et notamment subsahariens. Donc c'est différentes choses, c'est notamment l'appréhension et la connaissance des particularités, j'ai envie de dire, des pays en question. Parce qu'on ne s'improvise pas acteur économique. Vous avez une spécialité qui est assez originale, c'est qu'on trouve rares sont les consultants qui ont une vraie question sur le continent africain. Oh, il y en a quelques-uns. J'ai eu la chance de rencontrer et d'avoir été formé, j'ai envie de dire. On vous regarde ce soir. Attention, Farid. Exactement. Tous ces dirigeants que vous conseillez. Je salue notamment mes clients et ceux qui sont amenés à le devenir, notamment dans l'ensemble de ces pays d'Afrique subsaharienne. En tout cas, bienvenue Farid. Allez, c'est parti. Messieurs, pour ce sujet qui a secoué la semaine et puis même de plusieurs semaines, je veux parler de la Libye et plus précisément de Saif al-Islam. Vous savez, Saif al-Islam, est-ce que finalement, on n'est pas en train tout doucement de s'orienter vers une arrestation qui va poser de gros problèmes? Mais avant cela, je vous propose tout de suite de découvrir ce sujet par la rédaction de Télésud et on se retrouve pour commenter cette actualité. Saif al-Islam, tout de suite, regardons. La Cour pénale internationale veut poursuivre un fils Kadhafi, Saif el-Islam. La Libye a annoncé qu'elle comptait faire appel de la décision. Tripoli, qui avait exprimé sa volonté de juger le fils Kadhafi sur le sol libyen, affirme qu'une enquête est déjà en cours dans le pays. La CPI, elle estime au contraire que l'État libyen n'est pas compétent pour juger le fils Kadhafi, soupçonné de crimes contre l'humanité lors du conflit de 2011. Messieurs, c'est très clair, le gouvernement libyen entre en guerre judiciaire contre la Cour pénale internationale. Messieurs, ma première question, à quoi rime ce bras de fer? C'est vrai après tout, entre la Libye et la CPI? Gabriel, à quoi il rime? C'est vrai ce bras de fer? Mais ce bras de fer nous renvoie à ce à quoi
a été cette guerre. La guerre de Libye, c'est une guerre qui a été menée, la guerre pour déposer et finalement pour l'exécuter le guide libyen Mouammar Kadhafi, elle a été une guerre qui a été amorcée à l'international avec toute l'armada de l'OTAN et de tous ces grands pays qui tirent un peu les ficelles du côté de l'ONU et donc de toutes ces institutions que sont la CPI. Donc ça nous renvoie au point de départ, c'est-à-dire qu'on a accompagné des gens à conquérir un pouvoir. Et aujourd'hui, on veut faire valoir la même logique à des gens qui aujourd'hui ont plutôt envie de s'affranchir. Donc, on est dans la contradiction permanente qui existe entre ces institutions et la souveraineté qu'elles prétendent laisser à des pays, alors que finalement, on veut toujours tirer les ficelles. Le problème, c'est qu'ils sont pris... Mais l'instance judiciaire, ça veut dire quoi? Qu'elle ne peut décider que simplement de poursuivre, par exemple, un suspect, que si la justice nationale n'en a pas la capacité? Ça veut dire quoi au juste? Juste qu'on comprenne, Gabriel et Farid. Le problème, c'est... Oui, allez-y, finissez. Le problème, c'est d'abord la saisine de la CPI. La saisine, elle est faite soit par des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU sur des questions extrêmement graves qui touchent aux crimes contre l'humanité, etc., ou alors même par un pays. Donc, dans le cas d'espèce, à partir du moment où la guerre était sous, comment dirais-je, pas sous mandat, mais en tout cas, c'est l'ONU qui pilotait tout ça, même s'ils se sont mis un petit peu à côté de façon très très bancale. Ils estimaient, puisque le mandat d'arrêt est lancé pendant la traque de la famille Kadhafi. Donc aujourd'hui, ils reviennent vers le gouvernement libyen pour dire on avait un mandat d'arrêt, et ceux-ci estiment qu'ils sont en droit de s'affranchir, alors même qu'on sait que le pays n'est pas pacifié, que ce gouvernement a des poches de son pays. D'ailleurs, même Saïf al-Islam, il est tenu en respect par une bande de rebelles, très très loin de Tripoli, jusqu'ici d'ailleurs. Donc on sent bien qu'il y a un problème. Mais ça nous parle de la guerre de Libye, tout simplement. Farid, rappelons juste à nos téléspectateurs et téléspectatrices, âgé de 40 ans, Saïf al-Islam est enfermé depuis son arrestation en novembre 2011. Alors, pour compléter ce que dit Gabriel, en fait, il est important de mettre en perspective justement les intérêts tant de la CPI, mais de l'État libyen, qui sont complètement différents. Et il importe les intérêts de l'État libyen. Exactement, qui ne sont pas forcément ceux de la CPI. Ils ne répondent pas exactement à la même vocation. Et par conséquent, on est obligé de revenir, de faire un peu d'historique. C'est-à-dire que la CPI est saisie en pleine guerre, ou en tout cas en amorce de guerre. C'est-à-dire que l'État libyen, géré actuellement par le Conseil national de transition, n'existe pas encore sous cette forme-là. On est encore sous l'ère de Kadhafi. À partir de ce moment-là, les Occidentaux, les Français, les Européens et les autres, pour justement activer cette préparation de la guerre, sollicitent l'ONU. Et l'ONU, à ce moment-là, pour pouvoir donner un peu plus de poids et un peu plus de relief à cette vocation guerrière, à ce moment-là, bien précisément, fait appel, ce qu'on appelle, à la CPI pour crimes contre l'humanité. D'ailleurs, selon la CPI, elle juge que l'État libyen est en difficulté. Alors, et c'est pour ça qu'il faut mettre les choses en perspective. La CPI est saisie par le Conseil de sécurité parce que la Libye d'antan ne faisait pas partie de ce qu'on appelle le statut de Rome, précisément. Donc, elle est saisie pour 3 personnes. Précisément, donc l'ancien guide Mouammar Kadhafi, son fils, qu'on appelait, qu'on qualifiait quasiment de Premier ministre à Tripoli, et le patron des services de renseignement à l'époque, Sanoussi. Alors, Gabriel disait tout à l'heure que l'incapacité, en tout cas du gouvernement libyen, de contrôler les ex-rebelles. Vous le partagez ce point de vue ou pas du tout? Au moins les ex-groupes rebelles, en tout cas les ex-groupes rebelles qui contrôlent certaines zones, et vous l'avez dit, certaines zones libyennes. Mais au-delà de ça, pardonne-moi Gabriel, c'est qu'aujourd'hui Saïf al-Islam n'est pas emprisonné par l'État libyen, mais il est emprisonné par des rebelles. Oui, des factions. À Zenten de mémoire, qui est à peu près au sud de... 180 km. À Zenten, voilà, à 80 km précisément, à 180 km au sud-ouest de Tripoli. Exactement. Voilà, si on veut être précis. À l'heure où nous parlons, ce n'est même pas l'État libyen qui contrôle véritablement l'emprisonnement de Saïf al-Islam, et ça donne Alors, messieurs, la question qu'on se pose tous, y compris ceux qui nous regardent ce soir, qui a la légitimité, messieurs, Gabriel, Farid, de juger Saïf al-Islam? Au-delà des questions de légitimité. Mais écoutez, Gabriel, c'est quand même important. Oui, je veux dire, je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire. Le combat mené par, d'un côté, le gouvernement libyen, de l'autre, la CPI. Et puis au centre,
Saïf al-Islam qui regarde tout ça, qui observe, et la question que je vous poserai après, c'est vrai, est-ce que cette arrestation n'est pas une arrestation à problème? Parce qu'à mon avis, c'est ce qui se trame quand même. Hein. Le Conseil national de transition... C'est ça qui est chaud, il faut le dire. Le Conseil national de transition libyen est pris à son propre jeu, finalement. Ils ont été accompagnés par ceux qui leur ont permis de prendre le pouvoir et qui, aujourd'hui, leur réclament Saïf al-Islam pour des intérêts qui sont les leurs. Parce que contrôler l'argent de Kadhafi, connaître les secrets, les attentats, tout ce qu'on lui impute, on va finalement l'extraire de là. C'est pas parce qu'on l'aime tant ou parce qu'on a peur qu'il soit condamné à mort, c'est qu'il le guette de façon presque certaine s'il était jugé en Libye même. Ils ont d'autres intérêts politiques et diplomatiques. Donc aujourd'hui, c'est comme une contrepartie. On vous a accompagné jusqu'au pouvoir. Et puis derrière, nous aussi, on avait une logique, on a une dynamique là-dedans. Donc finalement, ça va être un jeu, un rapport de force qui n'est pas prévisible pour l'instant. Mais on sait bien que ceux qui sont à Tripoli, depuis qu'ils sont aux affaires, ils essayent de s'affranchir tous les jours. Quelle est la légitimité, c'est vrai, et vous êtes consultant, donc vous avez peut-être la réponse. Quelle est la légitimité, et puis finalement, est-ce que c'est pas une arrestation un problème? Parce qu'elle est là, la vraie question, Farid. L'arrestation est un problème. Oui. En termes de légitimité, si l'on veut être véritablement légaliste, si on veut être vraiment légaliste, c'est la CPI qui doit le juger. Et à partir de ce moment-là, si l'État libyen, tel que la CPI le conçoit lors de son arrêt il y a quelques jours, c'est-à-dire que ne peut pas véritablement organiser de manière équitable un procès pour Saïf al-Islam, c'est devant la Cour de la Haye que Saïf al-Islam doit être déféré. Maintenant, la Cour pénale internationale ne répond pas aux mêmes intérêts que l'État libyen. Absolument. Pour parler très clairement, et c'est là que son arrestation véritablement pose problème, contrairement à l'ancien guide libyen qui lui avait été exécuté, voilà, qui n'a pas été emprisonné. C'est-à-dire que personne en Libye, pour parler clairement, n'a intérêt à ce que Saïf al-Islam puisse être jugé à l'extérieur de la Libye, pour des raisons très simples. C'est-à-dire qu'une partie des gens qui aujourd'hui forment le Conseil national de transition faisaient même partie du pouvoir de Kadhafi lorsqu'il était encore en vie. Donc à partir de là, certains ont peut-être peur, je dis bien, peut-être qu'ils sont dans cette crainte-là, d'un potentiel déballement de Saïf al-Islam. Allez, on poursuit le débat, mais là on va direction en Centrafrique, on poursuit le débat sur la chose politique, en tous les cas on y reste, et on va parler de la Centrafrique. Ici même on en a parlé, on l'a traité la semaine dernière, y compris les semaines précédentes. Messieurs, est-ce que cette promesse de remaniement signifie que cette société a eu gain de cause? On en parle ici même, hein. Il y a des choses à dire, et effectivement, et tous celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez commenter et réagir sur la page Facebook, ça fait débat. Et d'ailleurs, je regarde cela attentivement, puisque j'observe que vous n'hésitez pas à commenter et réagir, et je vous en remercie infiniment. Regardons ce sujet proposé par la rédaction de Télésud. Nous ouvrons ce journal avec la République centrafricaine qui a lancé un mandat d'arrêt international contre le président déchu, François Bozizé, pour crimes contre l'humanité et incitation au génocide notamment, a annoncé aujourd'hui le procureur de Bangui, Alain Tolmo. Le procureur a notifié que l'ancien président centrafricain renversé en mars est également accusé de 22 assassinats, 53 arrestations, séquestrations et détentions arbitraires, 3823 destructions et incendies de maisons et pour le moment des exécutions sommaires qui se chiffrent à 119. Tu as raison. Allez messieurs, j'aime bien j'étais en train de peaufiner mes dernières notes. Et voilà, c'est aussi ça les coulisses de Ça fait débat. Eh ouais, parce que j'ai un charmant réalisateur à ses côtés ici, Raphaël, je balance les noms, vous savez, oui, il me dit des choses à l'oreillette et c'est bien que le téléspectateur le sache. Il s'est loupé. Allez messieurs, Farid et Gabriel. Messieurs, ma première question, est-ce que cette promesse de remaniement signifie que cette société a eu gain de cause? Oui ou non? Est-ce qu'on n'est pas en train, tout doucement, d'aller vers la normalisation de l'État? C'est compliqué la Centrafrique. Hein. C'est très compliqué. C'est plus compliqué toujours, Madagascar. Oui, il a raison. C'est toujours compliqué la Centrafrique, c'est vrai. Gabriel. Oui, enfin, tous les putschistes procèdent de la même manière. On arrive, à un moment donné, on essaye de calmer tout le monde en disant on va lâcher du lest, on vous a compris, on va aller vers quelque chose de plus apaisé, etc. En général, c'est juste de la façade, ça ne change pas. Ce qui est arrivé en Centrafrique, c'est qu'il y a une coalition totalement hétéroclite et quasiment incontrôlée qui est arrivée au pouvoir avec des enfants soldats, avec des jeunes, avec des gens qui arrivaient de tous les pays voisins, toutes ces hordes qui traînaient là, qui ont porté quelqu'un au pouvoir, soutenus par des pays voisins également, qu'on ne va pas citer. Mais je pense que tout le monde regarde du côté de N'Djamena, qui contrôlait en quelque sorte la stabilité de la Centrafrique.
Centrafrique depuis longtemps. Donc, comme souvent les putschistes, ils deviennent quelquefois prisonniers de ceux qui les ont portés au pouvoir. Donc, il est pris dans une contradiction aujourd'hui. Vous pensez ? Ah Vraiment, oui, ça va arriver. Puisque... Ça va arriver. Voilà, il n'est pas, en ce moment, il n'est pas pris par une contradiction. Ça va arriver, c'est inéluctable. Donc, il anticipe. Il a la pression, il a une pression à l'international, des pays voisins et au-delà. Et puis, il a une pression qui va monter progressivement de tous ces militaires qu'il faut nourrir, qu'il faut bien recaser quelque part. Des gens qui, pour certains, ont fait la guerre depuis 10 ans, depuis 1999, que le pays est tombé dans l'instabilité. Donc, un gouvernement, on essaye d'apaiser les gens, de jouer la montre, de gagner en crédibilité, parce que finalement... c'est un coup d'État dans un coup d'État. Il y a une coalition qui arrive, Jotodia, qui, au finish, sur la ligne d'arrivée, c'est moi le président de transition. Et là, avec des pressions tout autour, François Bozizé, maintenant, persona non grata, enfin, pas encore tout à fait du côté du Cameroun, on lui a fait comprendre que le fait qu'il soit... Ils ont eu le loisir de se retrouver dans un événement. Ils se sont croisés, en tout cas. Oui, mais voilà, tout ça, c'est la façade. Mais au fond, c'est pas un gouvernement qui va changer quoi que ce soit. La Centrafrique, elle est très, très mal depuis plus d'une dizaine d'années, plus d'une quinzaine d'années. Ouais. Elle est très très mal. C'est un pays qu'il faut reconstruire. Dans le socle même de l'État, la reconquête du pays au niveau administratif, etc. Allez-y. Alors Farid, non, mais je vous en prie, la question que je vous pose, Farid, également, c'est est-ce que la Centrafrique va-t-elle ou sortira-t-elle du chaos ? J'ai envie de dire que malheureusement, c'est triste, mais on peut toujours aller vers le pire, mais ce que je ne souhaite absolument pas. La Centrafrique a besoin comme l'a dit Gabriel justement, c'est-à-dire elle a besoin de reconstruire ses instances nationales. Et à partir de là, de reconstruire une armée, une administration, une police, etc. Ce qui aujourd'hui n'est pas. Et la véritable difficulté, et d'où ce remaniement-là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des exactions en plein Bangui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des violences encore aujourd'hui, alors que j'ai envie de dire, c'est qu'elle a pris le pouvoir il y a maintenant depuis fin mars. Vous avez parlé de remaniement. Est-ce que ce remaniement, justement, est-ce qu'il ne va pas permettre justement de recadrer un peu plus les choses et puis de rétablir la sécurité, Farid ? Alors, pourquoi ce remaniement déjà ? Ce remaniement-là, il est dans ce pays un peu qui est livré aux bandes armées. Tout à fait. Lâchez le mot, dites-le. Depuis quand même des mois et des mois. Ce prochain remaniement... Vous avez peur de le dire, Farid ? Pas du tout. Ce prochain remaniement, il est la suite de pressions internationales, et notamment des pays voisins, comme l'a justement dit Gabriel, notamment lors du sommet de l'Union africaine, où vous avez effectivement le président tchadien, mais aussi le président du Congo-Brazzaville, qui ont déploré les potentiels répercussions sur leur pays, parce qu'il ne faut pas le nier, sur leur pays, justement, des violences à Bangui. Il ne faut pas oublier que les forces internationales qui sont présentes également à Bangui sont essentiellement composées de Tchadiens. Donc tout ceci forme un sacré mélange qui fait en sorte que la pression sur celui qui s'est autoproclamé président de la Centrafrique fait qu'il est obligé d'accélérer. Autre chose, le Premier ministre actuel en Centrafrique, donc, qui a été nommé lors des accords de Libreville en début d'année, c'est quelqu'un qui, justement, aujourd'hui, ne tient pas forcément son gouvernement, parce que son gouvernement, il est quasiment, j'ai envie de dire, jusqu'à présent, plutôt fantôme. Alors, donc, effectivement, il y a mesure, ce remaniement, pour vraiment repartir de bon pied, j'ai envie de dire. Gabriel, Farid aussi, pareil. Gabriel, l'Union africaine, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, aura-t-elle justement finalement aidé à faire évoluer la situation en Centrafrique ? Ou pas du tout ? Davantage les pays voisins. Pour dire vrai, avec déjà la FOMAC, la force d'interposition qui est là, qui est composée de pays voisins, le Tchad qui joue un rôle important, le président Bozizé qui s'est réfugié au Cameroun, donc, et le Cameroun même, qui, sur sa frontière est, avec la Centrafrique, a connu quelques soubresauts. Donc ils ont une pression régionale qui est très très forte. On peut porter le dossier au niveau de l'Union africaine pour lui donner une plus grande légitimité, pour sortir des choses bilatérales entre les uns et les autres. Oui, l'Union africaine peut maintenant prendre le relais pour que ce ne soit pas une histoire simplement au sein de la CEMAC. Vous êtes d'accord avec ça ? Voilà. Vous êtes persuadé que l'Union africaine peut vraiment contribuer à aider, à faire évoluer Moi, je tempère sur le rôle de l'Union africaine, objectivement. Par contre, certains chefs d'État qui composent notamment l'Union africaine, eux, véritablement, ceux qui sont directement concernés, effectivement, ont son devoir et cette pression à réaliser sur la Centrafrique. Ils n'ont aucun intérêt à ce que ça sombre encore davantage dans le chaos. Ça, c'est évident. Sur l'ancien président Bozizé, qui était parti se réfugier au Cameroun, depuis, je crois, il me semble qu'il s'est plutôt qui est plutôt parti alors vers le Kenya aujourd'hui pour éventuellement, je dis bien alors ça prend avec beaucoup de précautions, pour éventuellement atterrir en Afrique du Sud ou éventuellement au Bénin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, depuis lors qu'il a quitté le Cameroun, il n'a plus la volonté
alors je m'avance peut-être, hein, il n'a plus cette volonté potentielle de revenir au pouvoir. C'est pas un problème de volonté, c'est-à-dire que stratégiquement il s'éloigne. Il ne le peut plus, donc ça veut dire que le pays, objectivement, maintenant peut repartir. Vous n'avez pas l'air d'accord, Gabriel, non ? Non, mais il a une volonté. D'abord, c'était un militaire qui est arrivé au pouvoir par les armes. Et de la manière dont il a été débouté du pouvoir, on peut imaginer qu'il est frustré et que s'il avait la possibilité de revenir, il ne louperait pas l'occasion. Mais s'éloigner de la zone de conflit, c'est-à-dire partir du Cameroun, c'est qui était d'ailleurs une demande, et les autorités, si on peut les appeler comme ça, actuelles, et d'un pays comme le Tchad. Donc, ça réduit ses marges de manœuvre, le fait qu'il prenne une distance. La volonté y est toujours. Et on l'a senti, il a fait des interviews dans la presse camerounaise où on le sentait totalement amer. Mais ça se passe comme ça pour les coups d'État. Il est arrivé de la même manière, d'ailleurs. Pour lui, j'ai envie de dire, c'est quasiment... Alors, messieurs, on verra bien, parce qu'on est obligé de passer au troisième sujet qui a secoué la semaine. On verra bien tout cela à suivre, puisque de toute façon, on verra bien dans les jours à venir, dans les semaines à venir, si le nouveau gouvernement, Joe Todia, tiendra vraiment toutes ses promesses. Pas sûr, à suivre ici en tout cas. Il va imploser. Je pense, plutôt absolument. Allez, on passe aux directions Madagascar. Messieurs, Madagascar, et il s'agit là de parler de tous ces candidats qui se présentent aux élections. C'est un vrai couac véritable. On n'y comprend plus rien. On ne sait plus ce qui se passe à Madagascar. Il n'y a pas un jour où il y a un rebondissement. Regardons ce sujet qui est proposé par notre correspondance de l'agence Afrique TV sur place même à Madagascar. Regardez. L'émissaire de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe, dénonce la non-application de la loi votée par les membres de la Cour électorale spéciale et appelle à la corriger. La CES a validé la candidature à la présidentielle de l'épouse de l'ancien président en exil, de l'ancien chef d'État Ratsiraka et celle du président de la transition, alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité. International a trouvé grave qu'une Cour qui a pour mission faire l'application de la loi viole elle-même la Constitution. C'est assez manifestement illégal. Quelques décisions prises pour la Cour électorale spéciale. Donc, l'appel de la communauté internationale a été dit qu'il faut, et c'est nécessaire de faire la correction. Et le problème pratique, donc, c'était comment faire la correction. La CES n'est pas crédible, même aux yeux de certains candidats à la présidentielle. Monja Rwandefo trouve que les 3 candidats de la discorde et les membres de la CES sont responsables de ce chaos. Le non-respect des engagements internationaux provoque tous ces conflits. Je pense que toutes les personnes concernées doivent en être conscientes. On peut avoir une élection dans le calme le 24 juillet, non seulement par le retrait de la candidature des 3 candidats de la discorde, mais également de la recomposition ou la refonte de la CES. Car il est déjà constaté qu'il y a une suspicion légitime sur les agissements de la CES. Certaines institutions malgaches qui ont discuté avec la SADS ont demandé à la CES de réviser la liste des candidats. La CES a répondu que ces demandes étaient irrecevables. Alors ici, on va tenter quand même dans Ça fait débat, c'est le but aussi, c'est l'objectif de Ça fait débat. Écoutez messieurs, j'aimerais qu'on sorte quand même de ce chapitre Madagascar pour comprendre un peu mieux ce qui se déroule. D'accord ? Ma première question, non mais ça vous fait rire Gabriel, mais c'est vrai, c'est terrible. Il y a toujours en permanence des rebondissements. C'est le sujet... Alors, oui allez-y. C'est l'un des sujets les plus compliqués en Afrique, Madagascar. Exactement. Ma première question, comment éviter un report de l'élection présidentielle, messieurs, tout en s'assurant du soutien surtout de la communauté internationale dans ce processus électoral? Vraie question, mon cher Farid. Pour moi, on ne pourra pas s'assurer un non-report. Par définition, il y aura un report. Pourquoi ? Parce que les bailleurs internationaux, la communauté internationale qui va financer cette élection qu'on attend tous depuis maintenant pas mal d'années, n'acceptera pas, effectivement, depuis la crise de 2009, n'acceptera par définition pas, justement, les conditions telles qu'elles ont été fournies par cette fameuse CES. Après, combien de temps ça va durer ? Je n'en sais rien. Moi, je suis plutôt partisan de ceux qui disent qu'il faut aller à l'élection maintenant, même si elles ne sont pas forcément avec les plus éthiquement possibles, les plus intéressantes. Oui. Il faut y aller parce que la crise malgache a assez duré.
la crise malgache est un véritable fléau pour la population. Absolument, donc il faut avancer. Alors le schéma qu'on nous propose, c'est-à-dire celui qui a mené la transition, qui pendant un certain temps a décidé de Raji, qui a décidé de ne pas se présenter, qui aujourd'hui finalement sa candidature est validée. On ne va pas se leurrer, je veux dire, aujourd'hui, il y a de très grandes chances qu'il remporte cette future élection. Est-ce que c'est envisageable de retirer certains candidats, par exemple ? Tout simplement, je veux citer par exemple Ratsiraka, Ravalo Manana et puis Rajoelina qui doivent retirer leur candidature. Oui ou non? Est-ce qu'ils doivent retirer leur candidature? La question, elle est là, la vraie question. La population, c'est cette question qu'elle se pose, messieurs. Alors, déjà, arrêtons de jouer sur ce qui gravite autour. Est-ce que les candidatures de ces messieurs doivent être maintenues ou on doit la retirer? Alors, la CES a clairement répondu. Alors, je dirais qu'au moins 2 de ces 3 candidatures, et notamment l'ancien président malgache et la femme de l'ancien président et puis la femme, également, n'ont pas... Objectivement, ne peuvent pas concourir pour une raison très simple, c'est que la constitution malgache prévoit d'être présent sur le territoire au moins 6 mois, ce qui n'est pas le cas entre ceux qui étaient réfugiés en France, ceux qui étaient en Afrique du Sud. Effectivement, techniquement, on ne comprend pas. Maintenant, moralement, on peut comprendre que la CES, justement, ne souhaitant pas forcément mener un autre front, ne souhaitant pas forcément mener une autre contradiction dans ce terrible bourbier, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est un véritable bourbier politique, veuille véritablement avancer et aller à l'élection quoi qu'il arrive. Gabriel, vous pensez la même chose ou pas du tout? Est-ce que c'est envisageable que toutes ces candidatures soient retirées? Si vous posez la question, c'est parce qu'elle a été posée par l'instance la plus importante dans ce conflit, c'est la SADC, donc la communauté des États de l'Afrique australe, grosso modo pilotée par l'Afrique du Sud, qui a préconisé que ces 3 candidats ne le soient pas pour l'élection qui était prévue au mois de juillet. La CES, comme il le dit, Commission électorale spéciale, malgache, a décidé que non, étant l'autorité qui organise, qui régule l'élection. Elle a décidé qu'ils peuvent être candidats. Le problème, si on se pose encore la question, est-ce que la CES, elle a décidé que non, ils seront candidats? C'est vrai que dans le cas de Madagascar, il y a une crispation autour de 3 personnes, les ex-présidents Ratsirak et Ravalomanana, et l'actuel président de transition, Rajoelina, qui est là pour l'instant. Il y a une crispation. André Rajoelina. Mais ça rappelle que tout est dans les gènes même de ce pays. C'est-à-dire c'est un pays qui concentre toutes sortes de problèmes. On connaît les histoires gravissimes qui se sont passées en 1946, où ce pays a pris les armes et avec des massacres énormes. C'est un pays qui connaît à la fois le mélange qu'il y a eu dans des pays où il y a eu l'esclavage. D'abord les mélanges de castes, de races, de communautés, de groupes. Ils ont énormément de problèmes déjà de cette nature-là. Ils ont des problèmes de tension entre des façons tout simplement de croire, entre des croyances hindouistes, des croyances plus chrétiennes, des choses plus bantoues. Ils ont des problèmes de terre. Ils ont concentré tous les problèmes et ils ont connu des régimes militaires. Ratsirak, par exemple, il a été là pendant très longtemps. C'est un Syrien qui a débarqué, qui a été là pendant très longtemps. Et puis aujourd'hui, vous voyez bien qu'ils ont une culture qui renvoie à quelque chose des Indes. Quand on ne peut pas se présenter, on présente sa femme. Vous connaissez tous ces trucs du côté de l'Inde, où il y a des hommes providentiels. Vous avez vu, Ravalomanana, il est arrivé comme un homme providentiel, porté par un peuple jusqu'au pouvoir, de la même manière qu'il a été déposé. Rajoelina, pareil. L'ancien Didier. Alors, vers une crise politique, tout cela? C'est la question, c'est vrai. C'est un pays qui marche. La crise politique, elle est là depuis 2009, premièrement. Ensuite, effectivement, on risque d'avoir dans les semaines qui viennent, effectivement, des soubresauts de cette crise politique. Mais finalement, je pense que le bras de fer qui va s'opérer, parce que ça va être un bras de fer entre cette fameuse commission et en sous-main, il ne faut pas le nier, le président actuel de la transition et les bailleurs internationaux, véritablement, ça va être intéressant parce qu'on va voir jusqu'à quel point, justement, Madagascar est capable de s'offrir une nouvelle crise ou l'accentuation plutôt de cette crise actuelle. Le problème de Madagascar, c'est que la démocratie, ce n'est pas simplement une élection. On pourra faire 1000 élections, mais tant que ce pays, au niveau de ses structures, au niveau de l'éducation même, de la conception qu'ils ont d'un chef, ne sera pas arrivé à ça, on aura toujours un homme providentiel qui va arriver, soit soutenu depuis l'extérieur, on l'a vu à plusieurs reprises, soit on ne comprend plus rien. C'est un pays très complexe. Allez, vous avez suivi le Nollywood Week à Paris la semaine dernière? C'était tout le week-end dernier. Enfin, un peu plus même d'ailleurs. Vous avez suivi? Allez, Nollywood, on en parlait ici même. Vous savez, notre correspondant de l'agence Afrique TV s'est rendu sur place, a couvert l'événement.
Véritable succès? Oui, non? On pose la question ici même dans Ça fait débat. Regardons ce sujet proposé par l'agence Afrique TV. La Nollywood Week est le seul événement en France à mettre à l'honneur le cinéma africain en général et nigérian en particulier. La première édition de ce festival avait lieu au cinéma L'Arlequin dans le 6e arrondissement de Paris. La Nollywood Week s'est clôturée ce dimanche et c'est le film Phone Swap du réalisateur Kunle Afolayan qui a remporté le prix du public. Je n'ai jamais vu un public aussi authentique. Leur intérêt pour les films, leur réaction. Je suis très content de cette expérience et j'espère pouvoir revenir. J'espère juste que d'ici à l'année prochaine, nous aurons un autre film issu d'une production franco-nigériane. Cette première édition a d'une part permis de découvrir une industrie en pleine expansion, mais aussi de porter un œil plutôt optimiste sur l'avenir du cinéma nigérian. Je suis sûr que dans quelques années, le cinéma anglophone et nigérian en particulier pourra s'imposer. Ça demande toujours du temps, vous savez. Là, il y a une ouverture qui a été créée avec ce festival et on pense que ça ne peut que s'amplifier. Donc d'ici quelques années, le cinéma Nollywood aura forcément une voix et une voix sur laquelle il faudra compter. La réussite du festival est manifeste au vu du public qui a répondu présent. Oui, je pense que c'est intéressant qu'on découvre le cinéma d'autres continents. On est peu confronté au cinéma africain en France et ouais, c'est intéressant. Ça montre qu'il y a beaucoup de qualité en fait, qu'on a des produits quand même des artistes qui ont beaucoup de qualité et on peut tout à fait être équivalent à des productions hollywoodiennes ou bollywoodiennes. Nollywood est aujourd'hui la deuxième industrie cinématographique du monde après Bollywood et devant Hollywood. La Nollywood Week incarne l'envie de partager une passion avec un public de plus en plus hétéroclite. Ah, Nollywood est véritable succès ou pas du tout, messieurs? Je vous pose la question après avoir conquis l'Afrique notamment, et puis le film nigérian. Est-ce qu'il n'est pas à l'assaut tout doucement de l'Europe? Et plus précisément, vous savez que c'est une première, c'est le premier festival qui se tient à Paris, le Nollywood. Ah bah, si, à l'assaut de l'Europe ou pas du tout? S'il arrivait à conquérir l'Europe, on applaudirait des deux mains. Ce serait bien, et j'espère bien d'ailleurs qu'ils y arriveront. Mais il faut savoir, le Nigeria, d'abord, c'est un pays immense par la taille. Et jusqu'ici, on l'a vu par exemple avec des musiciens. On connaît des groupes comme P-Square qui a réussi à vendre 6 millions d'albums en vendant simplement à des Nigérians. Déjà. Donc ils ont une dynamique chez eux de consommation de produits culturels à saluer. Et aujourd'hui, ils ont l'ambition de conquérir l'Europe, très bien, parce qu'ils font un cinéma africain pour les Africains. On sait qu'il y a une forte diaspora ici et ils sont capables d'aller au-delà. Quand on dit deuxième cinéma au monde, même devant Hollywood, c'est par le nombre de films, pas encore par l'argent, mais c'est déjà considérable. J'ai relevé quelques chiffres qui sont assez impressionnants. On parle de 7 milliards de dollars de contribution des industries du droit d'auteur au Nigeria. C'est énorme parce que c'est un cinéma qui a eu l'intelligence de pallier à l'absence de salles de cinéma. Il y avait... Alors, tant d'argent, c'est une véritable manne. Ah oui, bien sûr. Alors pourquoi, c'est vrai que pourquoi est-il si difficile pour le producteur, notamment nigérian, de trouver des fonds pour financer ses films? Parce que les mecs, quand même, hein, ils rament pas mal pour financer leurs films. C'est toujours plus délicat, effectivement, quand on est au Nigeria pour financer les films. Pourquoi? Parce que les institutions n'ont pas forcément toujours permis, contrairement à ce qu'on peut connaître en France. Mais en même temps, ce qu'annonce Gabriel, c'est quand même des chiffres qui font peur. Ce qui est intéressant... c'est ça qui est intéressant, il y a une espèce de contraste entre les deux. Ce qui est complètement intéressant dans le cinéma nigérian, et notamment en Hollywood, c'est justement le début d'industrialisation de ce cinéma. Et c'est en cela que, justement, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est en cela que ça peut être un modèle également pour d'autres cinémas sur le continent. Et moi, je leur souhaite véritablement de conquérir l'Europe, et je pense qu'il faut même qu'ils conquièrent tout simplement la planète, hein, tout simplement. Et je pense que c'est possible. C'est encore une fois, alors parce que effectivement le Nigeria est un pays particulier, parce qu'il est immense, une grande population, etc. Et justement, ce désir, vous dites conquérir le monde, mais est-ce qu'ils ont les moyens de conquérir toutes les grosses productions internationales? C'est ça la vraie question, messieurs. Ça va venir, ça monte, ça monte, ça monte. Vous y croyez? Vous êtes à fond derrière le... On parle de chiffre d'affaires de 500 millions d'euros par an. C'est énorme. Vous parlez des financements de la production. Donc ils peuvent concurrencer clairement les producteurs internationaux. Mais ils arrivent tout doucement. Tous les producteurs du monde ont du mal à trouver des financements. Vous allez aux États-Unis... Des grandes productions internationales. Voilà. Tout le monde a du mal. Eux, ils ont un cinéma qui est particulier, qui a profité du fait qu'il n'y avait pas de structure de salle de cinéma. Il y avait une salle pour 3 millions de personnes, parce que vous savez, dans les plus grandes capitales africaines, en Afrique subsaharienne aujourd'hui, il n'y a plus de salles de cinéma. Exact. En fait, c'était un cinéma qui s'est adapté, et c'est l'écran télé qui est devenu la salle de cinéma.
Donc, ils font des téléfilms. Et c'est en cela que c'est assez important, parce qu'ils ont créé leur propre modèle économique. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Ils emploient 300 000 personnes, c'est énorme. Donc c'est à suivre. Et surtout, vous êtes convaincu que Nollywood va être bientôt parmi moi, je les leur souhaite d'avoir une adaptation pour justement pouvoir un jour être au Festival de Cannes. Ils arrivent, vous savez que les Nigérians sont les plus américains des Français, des Africains. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Ils ramènent un savoir-faire, ça va s'améliorer techniquement. Quand il y a de l'argent, après, on va faire des films de qualité. Messieurs, je ne sais pas si vous avez suivi le prix Cédar. Vous connaissez, j'imagine, Léopold Senghor. Vous en avez entendu parler, absolument. Et l'image de cette semaine, eh bien, regardez et on commente en vraiment une poignée de secondes avant de retrouver Richard Attias, qui est notre invité dans Ça fait débat. Regardez. Ce prix est un Cédar. Donc le parrain, c'est Léopold Sédar Senghor. Et c'est un groupe de presse sénégalais qui a, depuis maintenant une dizaine d'années, lancé ce prix pour distinguer des sommités dans différents domaines. Dans le domaine de l'art et de la culture, c'est le prix de Yamina pour 2012. Dans le domaine politique, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et cette distinction s'adresse non pas seulement aux Sénégalais, mais aux Africains. Et là, c'est la première fois qu'une personne hors de l'Afrique a été primée, aussi ses origines et ses racines africaines, mais pour magnifier son œuvre et son engagement, tel que je viens de le dire dans le message que j'ai délivré, l'humanisme qu'elle défend, les valeurs, la lutte contre, n'est-ce pas, le cloisonnement et surtout le partage des valeurs que nous avons en commun, que la francophonie symbolise très bien. Voilà, ça s'est déroulé à la résidence de l'ambassadeur sénégalais. C'est il y a quelques jours à peine. Donc le prix remis à la ministre de la Francophonie, Yamina Benguigui. Eh bien, merci monsieur. On va retrouver notre invité. Vous allez vous retrouver, on va tous se retrouver peut-être à Libreville, au Gabon, pour le New York Forum africain ou pas du tout? Vous y serez, Gabriel? Avec Nollywood, oui. Avec Nollywood, oui. Et vous, Farid? Probablement. Probablement en tant que consultant en intelligence économique. Eh bien, c'est notre invité. Merci Farid Temsamani, à vous, consultant en intelligence économique. Ce fut un plaisir et j'espère vous retrouver très prochainement ici même dans Ça fait débat. Avec grand plaisir. Gabriel Mbarga, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec autant de plaisir. Oh oui, ça monte. Ça monte, je vois que ça monte, là, ça y est, il prend son aisance, ça y est, il s'installe tout doucement, il est chez lui. Dans Ça fait débat, allez, tout de suite, je vous propose de retrouver notre invité, Richard Attias, homme d'affaires et fondateur du New York Forum. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, bienvenue. Ça fait débat, vous le savez, comme chaque vendredi à 23h ici même. Vous pouvez commenter sur la page Facebook Ça fait débat. Et puis, bien sûr, évidemment, sur Twitter, CF débat. Vous êtes de plus en plus nombreux à commenter. Et je vous en remercie, notre invité. Eh bien, il s'agit d'un homme d'affaires et puis surtout le fondateur du New York Forum, monsieur Richard Attias. Bonjour, Richard Attias. Bonjour, Adil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. En tout cas, d'être avec nous ici, un espace dédié aux enjeux économiques. Ça s'appelle le New York Forum. Comment Africa, absolument. Mais comment est né... Alors moi, d'abord, première question. Comment est né ce New York Forum? Un jour, vous êtes dit, c'est la crise en France, c'est la crise en Europe, parce que j'ai pu lire quand même les interviews que vous avez accordées. Vous vous êtes dit, bon, je vais me barrer, comme c'est à la mode en ce moment, me barrer à Dubaï. Alors, en fait, j'ai quitté la France il y a bien avant que tout le monde dise, oh là là, il fait pas bon vivre en France. D'abord, c'est très différent. J'ai des racines, comme vous d'ailleurs, je crois, marocaines. Absolument, mes je suis né très longtemps, je suis resté très longtemps dans mon pays natal. Et puis, je dois beaucoup à la France, parce que c'est le pays dans lequel j'ai immigré au moment de mon bac. Et j'ai fait mes études supérieures et même le début de ma carrière professionnelle. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait la globalisation. Et donc, on était loin de parler de ces problèmes de taxes et autres. Et la globalisation fait que j'étais convaincu que l'on ne peut être un acteur de la globalisation si l'on ne voyage pas, si l'on ne bouge pas. Donc, bien avant d'aller à Dubaï, j'étais en Suisse, j'ai vécu 1 an au Japon, j'ai vécu en Chine. Et le hasard de la vie fait qu'en 2008, oui, j'ai été à Dubaï pendant 1 année et donc j'avais déjà pas mal navigué. Bon, et puis, en 2008, la crise économique, terrible. Et Dubaï est impacté. Et là, je me dis, ça ne sert à rien de vouloir démarrer un certain nombre d'activités dans un pays qui va souffrir financièrement. Même si j'étais convaincu, et je l'ai dit d'ailleurs dans les médias, que Dubaï avait des fondamentaux. Richard Attias, les premiers touchés, les consultants en communication. Bien sûr, mais à l'époque, je conseillais le gouvernement sur sa stratégie de déploiement. Et là, j'ai dit à l'émir de Dubaï, sans prétention, je ne pense pas qu'actuellement les entreprises vont venir investir et appuyer des grandes actions de communication. Le sponsoring des événements sportifs ne marchera pas tout de suite. Le déploiement d'événements culturels
ne marchera pas tout de suite. Et donc, je suis allé aux États-Unis. Et je suis allé aux États-Unis précisément au moment... Non, c'était un choix personnel et familial, puisque j'avais déjà vécu aux États-Unis. Souvenez-vous, j'avais lancé le forum de Davos en 2002. Absolument. Je l'avais déplacé à New York. Et j'étais fasciné par New York au lendemain du 11 septembre. Parce que là, je me suis rendu compte que cette ville a un ADN particulier, une résilience extraordinaire. Et contrairement à ce que beaucoup d'opportunistes faisaient, c'est-à-dire aller vers la Chine et l'Asie, j'ai dit non, il faut aller de là où la crise est partie, à New York. Attias, certains disent que le Dubaï, c'est le New York oriental. Oui, mais moi j'ai quitté ce Dubaï-là parce que j'ai pensé qu'à un moment donné, il fallait alors d'abord s'occuper de ce qui était pour moi le patient le plus malade. Et le patient le plus malade, c'était l'économie. Et que ça ne sert à rien d'aller investir dans des grands domaines comme l'écologie, l'environnement. Bien, vous étiez vraiment inquiet de la santé globale de ce qui se déroulait en France et en Europe. Ah, incontestablement, l'Europe n'allait pas bien. Les pays du Moyen-Orient étaient en train de balbutier un peu et chercher leur dynamique. La Chine allait merveilleusement bien. La tentation aurait été d'aller vers l'Asie. Non, j'ai souhaité aller vers ce qui était pour moi le cœur du monde des affaires et qui continue à l'être, New York. C'est assez intéressant. Est-ce que pour celles et ceux qui vous regardent dans Ça fait débat sur Télésud ce soir, est-ce que vous les invitez par exemple à s'expatrier? Alors, est-ce que c'est une richesse? Absolument. Voilà, vous venez dire le mot. Je pense que tout jeune, de 25 à 35 ans, doit avoir une expérience internationale. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde global. Moi, j'ai conseillé à ma fille, qui a 22 ans, qui vient d'être diplômée il y a quelques jours, d'aller voir ce qui se passait aussi un peu ailleurs. Elle a fait ses études au Canada. Mais je lui ai conseillé à la fin de ses études, va faire une expérience en Asie, va faire une expérience en Amérique latine. Donc vous êtes en train de nous dire, barrez-vous? Non, je ne dis pas barrez-vous, parce que c'est un mot péjoratif. Je dis, ayez une expérience internationale. Soyez un citoyen du monde. Essayez de parler 2-3 langues. Ça, c'est votre cachet, citoyen du monde. Mais oui, c'est un cachet, mais c'est une richesse extraordinaire. Vous savez, on dit le voyage forme la jeunesse. Mais c'est pas juste le voyage avec un sac à dos et on va se balader pendant un mois ou deux, faire Woodstock. Non, il faut aller à la rencontre des différentes cultures, enrichir son réseau, apprendre plusieurs langues. Moi, je pousse toujours à dire, attention, si vous ne maîtrisez pas 2-3 langues, vous allez avoir 1,5 milliard de Chinois. Comment on peut aujourd'hui communiquer dans un monde global dont on ignore la langue de 30% des gens de la planète? Donc voilà ce que je dis. Je ne dis pas barrez-vous, je dis voyagez. Renforcer votre expérience internationale. Je dis barrez-vous parce que ça avait fait ça avait fait beaucoup de bruit, ça avait fait agiter certains ici dans l'Hexagone qui, justement, sans les nommer, qui avaient dit barrez-vous. Oui, non, mais c'est plus le moment. Non, je pense que ça c'est... Vous savez, il n'y a rien de mauvais ou de ce qui ne fonctionne pas en France qui ne puisse être corrigé par ce qu'il y a de bon, en France et en Europe d'ailleurs. Alors, Richard Attias, la création du New York Forum. Deux éditions, vous m'arrêtez si je me trompe. 3 éditions New York Forum aux États-Unis. Aux États-Unis. Et puis après, il a manqué une dimension, la dimension africaine. Parce que c'est très difficile de venir aux États-Unis. Voilà, c'est très difficile de venir aux États-Unis quand vous avez des problèmes de visa et puis des problèmes financiers. Et moi qui suis un Africain convaincu, j'ai souhaité à ce moment-là créer une édition africaine. Avant de parler du New York Forum africain, quel bilan tirez-vous de ces éditions du New York Forum? Le New York Forum, Absolument. Alors d'abord, c'est un format très différent. C'est-à-dire qu'après avoir monté pendant 15 ans le Forum de Davos, oui, j'ai voulu que tous ces forums soient toujours un appel à l'action. Et que ce ne soit pas uniquement des rencontres où on fait du blabla et on échange. J'ai voulu qu'on se pose sur des vrais problèmes, l'emploi, comment redémarrer la croissance, comment s'occuper des jeunes et les intégrer, et arriver avec des propositions de solutions. Il y a eu plusieurs propositions concrètes qui ont été faites pendant les fameux New York Forums. Cela se traduit par des créations d'emplois, par exemple? Ça s'est traduit d'abord. On va essayer d'être concret pour celles et ceux qui nous regardent ce soir. Absolument. Voilà, parce qu'un forum, c'est bien beau. Les banques de l'investissement et de l'innovation, qui permettent à des jeunes entreprises de trouver un accès au financement alors que les banques ne prêtent plus. Cette idée a émergé au New York Forum de New York, qui était il y a 3 ans et demi. Et il y a eu également des propositions très concrètes sur les infrastructures aux États-Unis. Et là-dessus, se sont fait des alliances qui fait que maintenant aux États-Unis, il y a un grand programme d'investissement sur les infrastructures. C'est même la priorité du président Obama. Donc il y a eu effectivement des idées qui ont émergé, des alliances qui se sont nouées et des choses qui se sont traduites concrètement. Alors maintenant... J'ai voulu transposer ça en Afrique. J'ai voulu transposer ça en Afrique parce que j'ai pensé qu'il était fondamental d'avoir aussi une dimension africaine. Et j'ai voulu le positionner dans un pays qui n'est pas un de ces grands champions africains. Alors pourquoi ce choix? On va en parler, justement, on va en parler. Est-ce que vous pensez que l'Afrique a sa place dans l'échiquier, monsieur Richard Attias? Mais 1 milliard d'individus, 1 milliard d'individus. Parce que certains, justement... Comment voulez-vous occulter 1 milliard d'individus, dont 65% ont moins de 25 ans? Ce serait une insulte à l'humanité. Je pose la question. Ce serait une insulte à l'humanité. L'Afrique a sa place, pas parce que c'est de bon ton aujourd'hui de dire que l'Afrique est émergente, qu'elle a des richesses naturelles, et comme le reste ne va pas, on va se pencher sur l'Afrique. L'Afrique, c'est 1 milliard d'individus.
L'Afrique, c'est des réserves énormes de la planète. Mais l'Afrique, il y a un génie africain. C'est pas vous ni moi qui allons contredire ça. Donc il était important qu'une bonne fois pour toutes, l'Afrique arrête d'être un laissé pour compte. D'ailleurs, vous dites, c'est une de vos déclarations, l'Afrique sera le moteur de croissance et également au cœur des investissements du développement de demain. Mais c'est déjà le cas. C'est la raison pour laquelle vous... Mais je rentre des assemblées générales de la BAD. New York Forum Africa à Libreville. Pourquoi ce choix de cette ville, de ce pays, le Gabon? D'abord l'Afrique. J'ai voulu d'abord le faire en Afrique. Mais parce qu'il y a des forums qui parlent de l'Afrique et qui se font ailleurs qu'en Afrique. Et ce qui est un non-sens. Le Gabon, pour 3 raisons. D'abord, ça a été une initiative du président Ali Bongo Ondimba. Il a eu l'idée de dire « j'ai envie de créer une plateforme internationale parce que j'ai envie de positionner Libreville comme un hub ». Et c'est légitime. Dans une région qui est l'Afrique centrale, l'Ouest. Vous pensez vraiment que c'est légitime? Absolument. C'est tout à fait légitime parce que c'est un pays stable, c'est un pays calme, c'est un pays qui a des infrastructures qui se développent et c'est un pays qui est francophone mais avec une culture de plus en plus internationale. Donc il y avait cette légitimité. Deuxièmement, sans chauvinisme aucun, il aurait été un non-sens, encore une fois, d'organiser un forum sur l'Afrique au nord, à l'extrême nord au Maroc, ou à l'extrême sud en Afrique du Sud. Parce que beaucoup de forums s'organisent ça et là. Il eût été aberrant aussi d'aller le faire uniquement au Nigeria ou dans ces pays, qui fait que quand vous organisez des forums là, 90% des gens dans la salle viennent de ce pays parce que ce sont des pays à très forte population. Vous savez, le succès de Davos, ça a été quoi? Ça a été d'être organisé au milieu de nulle part, dans une petite station de ski à 2h30 de Zurich. Et là, quand les gens viennent, ils viennent parce qu'ils sont motivés pour venir. Richard Attias, ce que je vous propose pour celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez réagir sur la page Facebook Ça fait débat, je vous le dis en temps réel quasiment, et puis sur Twitter CF Débat. Je vous propose tout de suite de découvrir ce spot qui va un peu planter le décor du New York Forum Africa. Regardez. Un événement comme le New York Forum africain est une plateforme qui permet de donner une autre image de l'Afrique et du Gabon. Les rencontres de ce type sont surtout importantes parce qu'elles mettent des êtres humains ensemble. Le Gabon est l'une des meilleures portes d'entrée en Afrique, en ce qui concerne le domaine des affaires. L'Afrique est la future réserve mondiale alimentaire. Le Gabon est un pays qui connaît une stabilité macroéconomique, c'est essentiel. Ça permet de rassurer l'investissement direct étranger. Le fait de pouvoir faire de tels événements avec autant d'investisseurs d'une place visible, et ça c'est un point très fort et très positif. Le New York Forum Africa, c'est à Libreville. Ça se passe notamment avec le fondateur qui est parmi nous ici. C'est notre invité dans Ça fait débat, Richard Attias. Dites-moi, Richard Attias, attirer des investisseurs, j'imagine que c'est un peu votre objectif. Créer des emplois, c'est aussi... Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette jeunesse qui vous regarde, cette jeunesse africaine, d'accord? La jeunesse africaine, elle peut en tirer quelque chose? Est-ce qu'elle peut espérer, par exemple, des emplois? Alors, dans le cadre de ce Forum New York Africa la jeunesse, elle est fondamentale parce que elle est une de nos priorités. Je vous pose les questions, vous verrez pourquoi. Oui, mais moi je vais vous dire, la jeunesse, elle ne doit pas surtout regarder ça comme étant un rendez-vous de grands et de puissants. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. Malheureusement, pour celles et souvent, ceux qui vous regardent ce soir, malheureusement, c'est le cas, monsieur Richard Attias. Alors moi, je vais leur parler à cette jeunesse, et ceux qui me connaissent bien savent que quand j'ai créé ma fondation, le New York Forum Institute, parce que c'est une fondation, une des vocations premières, c'est d'essayer d'intégrer cette jeunesse exclue. Moi, je suis triste de voir 40% d'Espagnols au chômage. Je suis triste de voir ce qui se passe en Suède. Je suis triste de voir ce qui se passe en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Et ça, il faut qu'à un moment donné, absolument. Et donc, à un moment donné, il était important. Vous savez, moi, sans prétention, je n'ai plus grand-chose à prouver. Je crois que depuis 25 ans, dans mes activités professionnelles, j'ai démontré ma motivation et j'ai essayé de créer des choses qui sont pérennes. Donc aujourd'hui, je me suis dit, dans les 10 dernières années de ma vie professionnelle, il faut que je m'intéresse à ce continent qui sont mes racines. Et donc cette jeunesse, sans aucune démagogie, juste pour, permettez-moi de terminer, c'est que j'ai souhaité que cette deuxième édition du New York Forum Africa, d'ailleurs avec les organisateurs gabonais, avec le gouvernement gabonais, invite un maximum de jeunes entrepreneurs, invite des étudiants et se penche sur leurs préoccupations. Est-ce que dans le cadre de ce forum, Richard Attias, vous allez accompagner, financer, ou alors en tout cas tenter d'aider à financer des petites structures? Absolument, on va en tout cas leur donner la parole, leur permettre de rencontrer. Vous savez, le président Bongo le disait dans le clip, il disait l'un des objectifs de ces forums, c'est que les gens se rencontrent. On ne peut pas faire des affaires uniquement avec Facebook et Twitter. Alors,
On a besoin de se rencontrer, il y a besoin que se crée une relation de confiance. Si je suis un investisseur puissant, j'ai besoin de rencontrer ce jeune entrepreneur, de comprendre son projet, de le sentir et d'avoir confiance. Est-ce que c'est le rôle du New York Forum Africa de réconcilier la jeunesse africaine et pardonnez-moi, et le monde des affaires, En tout cas, c'est plusieurs Mais vraiment, rôles. si je vous pose la question, c'est parce que... c'est un rôle de catalyste. C'est très important. Être catalyste, c'est-à-dire permettre une réaction chimique entre différentes communautés est fondamental. Deuxièmement, c'est important de redonner ces lettres de noblesse au monde des entreprises et aux patrons. Les investisseurs, les banquiers, c'est pas tous des gens infréquentables. Loin de là, ce sont eux qui créent l'économie. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, ça a fait un buzz pas possible sur le net, sur les réseaux sociaux, des échanges concernant le forum, bien sûr, New York Africa, des échanges, des discussions ont eu lieu concernant votre forum qui se tient à Libreville. Qu'est-ce que vous leur répondez à toutes ces attaques qui se disent, c'est tous ces commentaires qui se racontent sur le net? Vous leur répondez quoi? D'abord... Puisque d'ailleurs, ils veulent absolument même, d'ailleurs, il y a des, comment dirais-je, des commentaires et des réactions qui circulent sur le net et qui invitent d'ailleurs à une opposition ferme sur les personnalités francophones. Je vais vous dire. Premièrement... Vous leur répondez quoi? D'abord, j'ai répondu quelque chose avant même qu'ils commencent leur critique, à laquelle eux n'ont jamais répondu. C'est pour ça que je me pose la question de la bonne foi de ces critiques. J'ai proposé, parce que le New York Forum Africa, c'est avant tout une plateforme apolitique. Et donc j'ai proposé à toutes les personnes de bonne volonté de venir, y compris inviter ceux qui avaient imaginé de faire un contre-forum. D'abord, je suis ravi parce que ça veut dire que grâce à ce forum, il y a déjà un dialogue qui s'établit et puis ça donne de la visibilité à quelques contestataires. Ça vous a donné du buzz, là. Ah ben, ça m'a donné du buzz, exactement. Ça a donné du buzz. Et c'est pas pour autant qu'il y a au contraire une démission des participants. On a fermé les inscriptions il y a 2 mois déjà. Et malheureusement, on en refuse tous les jours. Ce qui veut dire qu'il y a incontestablement un intérêt sur ce forum, un intérêt à venir à Libreville, un intérêt à venir. Donc je leur réponds quoi? Je réponds pas. Je réponds pas, j'invite. J'ai proposé les 2 ou 3 responsables de ces associations ou de ces mouvements à venir débattre au New York Forum Africa. S'ils ont des idées, s'ils ont des projets, mais attention, le New York Forum Africa ne se fera jamais récupérer comme étant une tribune politique. C'est une tribune économique. Donc si on a des idées, des projets concrets, que l'on veut présenter en disant « je ne suis pas d'accord avec ce business model, je pense qu'il faut plutôt faire ça ou ça pour créer des emplois, pour redynamiser, pour structurer », eh bien, le débat est ouvert. Je l'ai annoncé le 10 mai en faisant une conférence de presse à Libreville, mais pour le moment, c'est resté sur silence. Donc, je me pose la question de la bonne foi ou des vraies intentions de ceux qui... Vous savez, la critique est facile. Par contre, quand il faut se mettre autour d'une table et proposer concrètement, il n'y a plus personne au balcon en général. Enfin, dernière question, parce qu'on arrive au terme de cette émission de Ça fait débat, dernière ligne droite. Richard Attias, le Qatar qui rafle tout, l'immobilier, le sport, l'audiovisuel, le continent africain, le continent, en tout cas l'Europe, comment on peut l'expliquer? Parce que vous connaissez, vous avez le langage, vous avez les éléments de langage. C'est un pays que je connais depuis 1994, donc je veux dire, ça ne date pas d'hier, c'est un pays que j'ai vu évoluer et qui avait annoncé très clairement, déjà il y a plus de 20 ans, quelle allait être sa stratégie. Petit pays, très grosse richesse et beaucoup de moyens. Donc à partir de là, il était obligé qu'il sorte de ses frontières et qu'il ait une politique de diversification. La diversification à tout va, dans le luxe, dans l'art, dans le sport et j'en passe. Donc aujourd'hui, on a l'impression de se réveiller tout d'un coup, surtout depuis qu'ils ont racheté le Paris Saint-Germain, en se disant « oulala, le Qatar est partout ». Le Qatar a une stratégie très claire de diversification, d'investissement tout azimut. Ce qui se passe en France, c'est déjà passé en Angleterre, se passe dans d'autres pays, et il y a une politique d'investissement général. C'est pas anodin de ma part, Richard Attias, vous organisez le forum à Libreville, le New York Forum Africa à Libreville. Est-ce que ça peut être un peu le rôle porté par le Gabon? C'est-à-dire d'avoir une politique d'influence? Oui. Écoutez, je souhaite au Gabon d'avoir les moyens financiers du Qatar. Comme vous le savez, ça n'est pas le cas, même si c'est un pays qui a une vision incontestable. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, avoir une politique régionale. Le Gabon, et également le président préside aujourd'hui le comité de la CEMAC. D'ailleurs, je crois que c'est la même période. Et c'est la même période, le président de la République gabonaise a décidé d'avoir un sommet des chefs d'État de la CEMAC, élargi à d'autres chefs d'État africains. Ça ne vous gêne pas? Au contraire, parce que ça va être un excellent dialogue entre les politiques et les économiques. Donc le New York Forum d'un côté commune. Oui, d'ailleurs, on l'a même baptisé avec le président de la République, le New York Forum Africa Summit. Donc vous voyez, ça s'intègre complètement dans cette table ronde d'influence. Et ensemble, cette voie africaine, secteur privé, secteur public, parce que rien ne se fera sans des partenariats publics-privés, aura une voix au G8 dans les 48 heures qui suivent. Richard Attias, on est obligé de conclure. Quel message particulier souhaitez-vous adresser aux pays africains? Très court. Aux pays africains, intégrez votre jeunesse,
parce que c'est la question fondamentale. La croissance et les investissements, c'est formidable, mais il faut que ce soit des investissements inclusifs. Et pour cela, nous devons investir une partie du profit sur les jeunes, sur la transformation de leurs compétences actuelles en compétences dont on a besoin. Vous avez envie de les accompagner ou vous avez la volonté de les accompagner, Richard Attias? Les deux, l'envie et la volonté. Et j'annoncerai au New York Forum Africa une initiative personnelle dans le cadre de notre fondation. Vous pouvez nous la dire ici en exclusivité? En tout cas, on va faire et on va annoncer une initiative qui va essayer concrètement de créer des emplois parce que c'est le nerf de la guerre et c'est ce qu'on veut comme résultat. Allez, pour celles et ceux qui viennent de retrouver, le 5 questions, 10 secondes. Richard Attias, tout le monde y passe. Présente pour vous l'Afrique. Un mot. 1 milliard d'individus. L'Afrique, quelle priorité pour vous? Un mot. L'emploi. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? Un mot. Du has-been. Ah, du has-been, pourquoi? Parce que vous m'avez dit un mot, alors c'est du has-been. Afrique et démocratie, vous répondez quoi sans langue de bois, Richard Attias? Du progrès Attias? à faire. Du progrès. Et enfin, un dernier mot pour celles et ceux qui vous regardent. Vive l'Afrique. Voilà, merci à vous. Eh bien, le New York Forum, ça se passe le 13, le 14 et le 15. 14, 15 et 16 juin 2013 à Libreville. À Libreville, au Gabon, à ne pas manquer. Richard Attias, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci du débat. Vous pouvez, je vous le rappelle d'ailleurs, commenter et réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter, CF Débat. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine, avec autant de plaisir. Ciao, ciao.